On amorce aujourd'hui le dernier chapitre du cours qui porte sur les tests d'hypothèse et on va parler du test d'hypothèse sur une moyenne. Donc, le test d'hypothèse, qu'est-ce que c'est? C'est un procédé dont le but est de faire un choix entre deux hypothèses qu'on va appeler hypothèse nulle, qu'on note par H0, et l'hypothèse alternative qu'on va noter par H1, à partir des résultats qu'on obtient sur un échantillon aléatoire. Et l'hypothèse nulle, ça va représenter donc ce qu'on considère comme la norme acceptée ou encore ce qu'on avait dans le passé, donc le statu quo par rapport au passé, ou encore un critère de référence suite à une affirmation de quelqu'un. Alors ça, ce sera notre hypothèse nulle. Et dans un test d'hypothèse, on suppose que H0 est vrai jusqu'à forte probabilité du contraire. Donc, si on a une forte probabilité de croire que H0 n'est pas vrai, on va le rejeter. Et si on a une probabilité assez importante de croire que H0 n'est pas faux, alors à ce moment-là, on ne rejettera pas l'hypothèse nulle H0. Alors, pour voir les tests d'hypothèse, on va regarder ça à partir d'exemples. Aujourd'hui, on va parler uniquement des tests d'hypothèse sur une moyenne. Dans la prochaine capsule, on va parler des tests d'hypothèse sur une proportion. Mais dans les tests d'hypothèse sur une moyenne, donc voici un premier exemple dans lequel on vous dit, vous dirigez une entreprise de transport. Vous avez acheté il y a quelques années 200 pneus qui devaient avoir une durée de vie moyenne de 300 000 km. Vous soupçonnez que le fabricant vous a menti. Vous vérifiez la durée de vie de vos pneus et constatez une durée de vie moyenne de 294 000 km avec un écart type de 32 000 km. Peut-on penser, avec un risque de 5%, que le fabricant a menti? Alors, juste là, mettre les choses au clair, vous avez acheté des pneus qui devaient durer en moyenne 300 000 km. Vous en avez acheté 200. Le 200 pneus, c'est donc notre échantillon. Au bout de quelques années, donc, vous constatez que la durée de vie moyenne de vos pneus a été seulement de 294 000 km dans votre échantillon. Alors peut-être que vous avez été malchanceux puis vous avez obtenu un échantillon de pneus peut-être d'un peu moins bonne qualité que ce qu'on aurait dû avoir, ou tout simplement, le fabricant a raison, il n'a pas menti, puis vous avez eu un résultat un peu en bas de la moyenne, mais c'est normal. Quand on dit la moyenne est 300 000 km, ça ne veut pas dire que tous les pneus vont durer 300 000 km. Alors, est-ce que on s'est fait avoir en ayant seulement une durée de vie moyenne de 294 000 km ou c'est ça simplement dû aux aléas de la vie, donc au fait qu'on a un échantillon aléatoire puis que nos pneus ont peut-être été un petit peu moins bons que la moyenne, mais que ça ne signifie pas nécessairement que le fabricant a menti, c'est ce qu'on va voir dans le test d'hypothèse. Avant de commencer le test, on définit toujours notre variable. Alors ici, la variable x, ce sera la durée de vie d'un pneu en kilomètres. Alors, la première étape du test, c'est de formuler nos deux hypothèses H0 et H1. C'est peut-être l'hypothèse, mais l'étape la plus importante de toutes, parce que si on rate cette hypothèse-là, forcément, on aura des erreurs dans ce qui va suivre par la suite. Alors, c'est important de bien commencer le problème. L'hypothèse H0, ou l'hypothèse nulle, est toujours de la forme mu égale quelque chose. Vu qu'on fait un test sur une moyenne, quand on fera un test sur une proportion, ce sera pi égale quelque chose. Mais là, dans ce cas-ci, c'est vraiment de la forme mu égale quelque chose. Et on va poser, nous, comme hypothèse, mu égale 300 000 km. Alors, on va supposer avec cette hypothèse-là que le fabricant a raison, qu'il ne nous a pas menti, que la vraie moyenne est de 300 000. Pourquoi on met ça comme hypothèse nulle? Parce qu'on a besoin d'avoir une valeur pour mu, pour faire le reste du problème. Et si on avait dit, l'hypothèse, c'est que la moyenne est inférieure à 300 000, OK, mais être combien? Je ne sais pas. Hein? Alors, en mettant mu égale 300 000, on suppose que le fabricant a raison. Puis dans l'hypothèse H1, là, on va supposer que le fabricant a tort. Et dans l'hypothèse H1, on a trois alternatives. Quand on fait l'hypothèse H1, il ne faut pas qu'il y ait d'égalité. On peut avoir trois alternatives. Donc, on peut avoir mu plus grand que 300 000, mu n'égale pas 300 000 et mu est inférieur à 300 000. Bon, dans notre cas, si mu était supérieur à 300 000,
ben, cette hypothèse-là voudrait dire que nos pneus sont meilleurs que ce que le fabricant a dit. Alors, on ne chialerait pas à ce moment-là, on serait juste content que nos pneus aient une durée de vie plus grande. Donc, ce serait comme confronter l'affirmation du marchand avec une affirmation qui est encore mieux que celle du marchand. Donc, ce serait étonnant. L'autre hypothèse, ce serait que mu n'égale pas 300 000. Mais ça voudrait dire que nos pneus sont meilleurs ou moins bons. Alors, ça voudrait rien dire si jamais on prenait H1 à la fin du problème. Par contre, la dernière hypothèse, mu inférieur à 300 000, ben, si on a cette hypothèse-là, ça veut dire que le fabricant a menti. Alors, c'est cette hypothèse-là qu'on va retenir pour H1. Donc, pour H1, on va avoir l'hypothèse mu est inférieur à 300 000. Donc, H0, le fabricant a raison. H1, le fabricant nous a menti. Maintenant, on va à l'étape 2. On va établir ce qu'on appelle le choix de la distribution. Vous vous rappelez la feuille de formule que vous avez eue dans le chapitre précédent? C'est encore la même feuille de formule qu'on va utiliser pour les tests d'hypothèse. Quand on dit le choix de la distribution, ben dans le fond, on va choisir quelle distribution on va utiliser pour faire les calculs dans le test d'hypothèse. Et selon la situation qu'on a, donc la taille de l'échantillon, est-ce qu'on connaît la variance ou l'écart type de la population ou pas? Puis est-ce que la distribution de la population est normale? Donc, selon les situations qu'on a, ben, on va choisir laquelle des 4 distributions on va utiliser. Alors, dans le cas qui nous intéresse, l'écart type de la population est inconnu. Hein, le 32 000 qu'on vous a donné dans le problème, ça, c'est l'écart type de l'échantillon, c'est S, c'est pas sigma. Alors, le sigma est inconnu. On a un échantillon de 200 pneus, donc c'est supérieur ou égal à 30. On ne vous donne pas la taille de la population, mais quand on ne vous la donne pas, vous vous rappelez, hein, on considère que c'est comme si c'était fait avec remise. Alors, ça veut dire à ce moment-là que la distribution qui m'intéresse, ben, c'est n plus grand ou égal à 30. Sigma inconnu, ben, c'est cette distribution-là que je vais utiliser ici. Et comme c'est avec remise, ben, je n'ajouterai pas le facteur de correction pour les petites populations. Alors, ça veut dire donc que je choisis celle qui est encerclée et on va l'appeler Z vu que c'est une normale 0,1. Alors, ça veut dire à ce moment-là que Z est égal à x bar moins mu sur S sur racine de n, qui est distribué selon une loi normale 0,1. C'est ce qu'on va utiliser pour le test en question. Juste vous préciser que si jamais l'échantillon avait été fait sans remise, ben, on utiliserait cette distribution-là que vous avez ici, mais comme ce n'est pas le cas, ben, on ne l'utilisera pas. Pourquoi il y a une racine carrée? Parce que je vous rappelle que S, ce n'est pas la variance, c'est l'écart type. Alors, c'est toujours la variance qu'on multiplie par grand N moins petit n sur grand N moins 1. Donc, si on a l'écart type, ben, il faut mettre une racine carrée. La troisième étape, le choix du risque. En fait, le mot est un peu exagéré. Le choix du risque, dans notre cas, vu qu'on est dans un contexte scolaire, le risque vous sera toujours donné dans la question. Si vous étiez un chercheur, ce serait vous qui pourriez le déterminer peut-être, mais là, c'est pas le cas, donc ce sera toujours donné dans la question pour le risque. Et le risque, ça correspond au alpha. Vous vous rappelez, dans le chapitre précédent, on avait des 1 moins alpha. Ben là, on va avoir le alpha tout simplement. Et ce alpha-là, il correspond à quoi? Il correspond à la probabilité de rejeter H0, sachant que H0 est vrai. Donc, c'est quoi la probabilité qu'on dise à la fin? Ben, on rejette H0, alors que l'hypothèse H0, elle est vraie, donc que la moyenne soit vraiment de 300 000, ben, elle sera selon le risque qu'on choisit. Et cette probabilité-là, donc, elle est en général petite, donc de l'ordre de 1%, 5% ou 10%. Celle qu'on voit le plus souvent, c'est en général 5%, et c'est exactement celle-là qu'on va utiliser ici. Cette probabilité-là, donc, on l'appelle également l'erreur de première espèce. Alors, dans notre cas, donc, alpha est égal à 5%. OK, alors on arrive maintenant à la quatrième étape, qui est l'étape des calculs, celle où on va effectuer des calculs préliminaires si nécessaire et qu'on va calculer le rapport critique. Alors, vous vous rappelez, dans le problème, on avait une moyenne d'échantillon de 294 000 km, un écart type de 32 000 km, une taille d'échantillon de 200.
Alors, on a tout ce qu'il faut avec ça pour calculer la valeur de Z, qui va être égale à, comme vous pouvez le voir ici, moins 2,65. Alors, ça nous indique, ce résultat-là, que la moyenne de l'échantillon est à 2,65 écart type sous la moyenne de la population, qui elle est de, sous la moyenne affirmée, pardon, du fabricant, qui elle est de 300 000 km. La question, cet écart est-il suffisamment élevé pour qu'on puisse penser que le fabricant nous a menti, donc qu'on puisse rejeter H0? Ben, on va le savoir à la fin de la prochaine étape. Alors, pour savoir si le fabricant nous a menti ou pas, on va devoir définir la région critique. Donc, c'est dans cette étape-là qu'on va définir l'intervalle dans lequel on va rejeter H0. L'intervalle en question, sa position va dépendre des hypothèses qu'on a mis au départ. Parce que si vous regardez ici, si on avait choisi H1 de la forme mu supérieure à une valeur, bien à ce moment-là, on aurait mis tout le risque alpha à droite et la zone de rejet aurait été à droite aussi. Et on aurait cherché une valeur, donc, qui aurait été ici. Si on avait choisi comme hypothèse d'alternative, comme H1, une hypothèse de la forme mu n'égale pas quelque chose, une valeur, bien on aurait réparti à ce moment-là le risque des deux côtés. On aurait eu alpha sur 2 de chaque côté et 1 moins alpha dans le milieu toujours. Et on aurait eu deux zones de rejet. Une zone ici et une autre zone là. Quand on choisit, comme on a fait nous dans le problème, une zone, une hypothèse alternative de la forme mu inférieure à une valeur, ben à ce moment-là, la zone de rejet, on la met toute du côté gauche, comme on va faire tout à l'heure ici. Juste vous préciser que quand on a tout le risque qui est réparti d'un côté, on appelle ça des tests unilatéraux. Donc nous, en ce moment, on est en train de faire un test unilatéral. Et quand on répartit la zone de rejet des deux côtés, on appelle ça un test bilatéral. Alors, revenons à notre problème comme tel. Donc, on vous dit dans cet exemple, on avait pris comme hypothèse H1 mu inférieur à 300 000 et on a alpha qui vaut 5%. Alors, ça veut donc dire que c'est vraiment ce troisième dessin-là ici qui va s'appliquer. Alors, je le dessine ici. Mon risque de 5%, ben, je l'ai tout mis dans la région qui est là. Alors, ça veut dire que j'ai une probabilité de 0,95 qui est là. Je sais aussi que où mon pointeur est situé, l'aire sous la courbe où la probabilité vaut 0,5. Alors, la partie qui est ici a une aire sous la courbe ou une probabilité de 0,45. Alors, pour trouver la valeur qui est située ici, qui va se trouver à être dans le fond le début de ma zone de rejet ou la fin si on part de moins l'infini de ma zone de rejet, ben à ce moment-là, je vais aller dans la table de loi normale et je vais regarder à l'intérieur de la table, donc dans la région qui est ici, là, on va regarder où se situe la valeur la plus près de 0,45. Et dans notre cas, ben, on se trouve à être pile entre deux valeurs, à la même distance de deux valeurs, donc de la valeur 0,4495 et de la valeur 0,4505. Alors, on avait déjà vu que dans ce cas-là, il fallait faire la moyenne des deux valeurs. Donc, on va faire la moyenne des valeurs qui sont situées à la ligne 1,6 et il y aura une des valeurs à la colonne 0,04 et l'autre à la valeur 0,05. Alors, ça veut dire qu'il va falloir prendre 1,64 plus 1,65 divisé par 2. Alors, ça nous donne comme région critique, donc, qu'on rejettera H0 si Z est inférieur à moins 1,645. Si on avait eu comme hypothèse H1 mu plus grand, ben à ce moment-là, notre région critique, ça aurait été Z supérieur à la valeur. Et si ça avait été une hypothèse alternative de la forme mu n'égale pas quelque chose, ben ça aurait été à ce moment-là la valeur absolue de Z supérieure à une valeur. On va voir d'autres exemples après, là. Mais dans notre cas, c'est vraiment Z inférieur à moins 1,645. Donc, la valeur qui est ici sur mon dessin, c'est moins 1,645. Si le Z que j'ai calculé à l'étape 4 est dans cette région-là, ben je rejette. S'il est dans cette région-là, je ne rejette pas. Alors, on arrive à l'étape de la décision.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rejette H0 ou on ne rejette pas H0? Bien, à l'étape 4, on avait obtenu que t était égal à 2,65 et on a dit qu'on rejetterait si t était inférieur à moins 1,645. Alors, c'est clairement le cas. Hein? Donc, on a notre moins 1,645 qui est ici. Oups, excusez-moi, qui est ici. Et nous, on est là. Alors, on est dans la zone de rejet. Donc, cette valeur est clairement dans la zone de rejet. Alors, on rejette H0. Ce sera ça notre conclusion au test. Et juste préciser aussi que si jamais on avait dit qu'on ne rejetait pas H0, on ne dit pas qu'on accepte H0. On va voir pourquoi dans la prochaine capsule sur les tests d'hypothèse. Mais on dit qu'on rejette H0 ou qu'on ne le rejette pas. Alors, on arrive enfin à la dernière étape de notre test, qui est la conclusion. Dans la conclusion, dans le fond, on va faire part à la communauté de notre décision. Et quand je dis faire part à la communauté, ça veut dire de parler à la communauté comme si les gens à qui on parle n'avaient pas fait le cours, comme s'ils ne connaissaient rien aux statistiques. Il faut essayer de rendre notre conclusion compréhensible pour ce qu'on pourrait dire monsieur et madame tout le monde. Alors, juste préciser que si jamais on décide de rejeter H0, mais on commence toujours la conclusion par on affirme avec un risque et là on donne la valeur de alpha. Et si jamais on décide de ne pas rejeter H0, ben on commence la conclusion par il semble qu'avec un risque alpha, on ne peut rejeter l'hypothèse que, évidemment, on donne la valeur de alpha, donc on ne dit pas ça alpha à la population. Alors, dans notre cas, on avait décidé de rejeter H0. Alors, notre conclusion, c'est qu'on affirme avec un risque de 5% que la durée de vie moyenne des pneus est inférieure à 300 000 km. Alors, voilà notre conclusion. Et ça signifie concrètement que le fabricant nous a menti. Il nous avait dit qu'on aurait une durée de vie de 300 000 km et avec l'échantillon qu'on avait puis les résultats qu'on a obtenus, ça veut dire que la probabilité que la vraie moyenne soit de 300 000 km, elle est inférieure à 5%. Elle est même pas mal inférieure avec le résultat qu'on a eu parce qu'on était clairement dans la zone de rejet. Donc, le fabricant nous a clairement menti dans cette situation-là. Ça, vous n'êtes pas obligé de le dire dans votre conclusion, mais ce que je veux que vous me disiez dans votre conclusion, par contre, c'est cette phrase-là, qu'on affirme avec un risque de 5% que la durée de vie moyenne des pneus est inférieure à 300 000 km. Alors voilà, notre test est enfin terminé. Et ben voilà, alors on va voir d'autres exemples de tests dans ce qui va suivre. Allons-y d'un autre exemple. Donc, on vous dit le vaccin contre une certaine maladie a un temps moyen de réaction de 5 minutes. Un nouveau vaccin qui agit supposément plus rapidement vient d'être mis sur le marché. Et le temps moyen de réaction à ce vaccin administré à un échantillon aléatoire de 15 individus est de 3,6 minutes avec un écart type de 2,6 minutes. Alors, si on suppose que le temps de réaction est distribué normalement, peut-on affirmer au niveau de signification de 5%, donc avec un risque de 5%, que le temps de réaction moyen au vaccin est inférieur à 5 minutes? Alors, notre variable ici, x, ben, ce sera le temps de réaction à un vaccin et cette variable-là est mesurée en minutes. Alors, formulation des hypothèses. On va poser comme H0 l'hypothèse mu égale 5 minutes. On va supposer que le nouveau vaccin, dans le fond, il n'y a rien changé, on a le statu quo, donc on est resté où est-ce qu'on en était. Alors, on pose mu égale 5 minutes. Si on veut que ça améliore, je vous rappelle qu'on a le choix entre mu plus grand, mu n'égale pas ou mu plus petit. Ben, si c'est plus grand, ça veut dire que ce serait moins efficace. Si c'était n'égale pas, ça ne voudrait rien dire dans notre cas. Mais si c'était inférieur à 5 minutes, là, ça voudrait dire que le nouveau vaccin a un temps de réaction plus court. Et ça voudrait dire à ce moment-là que le nouveau vaccin a amélioré le temps de réaction. Alors, voilà nos deux hypothèses pour cet exemple-là. On va avoir mu égale 5 et mu inférieur à 5. Alors, voici notre feuille de formule. Je vous rappelle que dans le problème, ben, on sait que l'écart type de la population est inconnu parce qu'on vous a donné la valeur de S, que N est inférieur à 30, on a pris juste 15 personnes, que la taille de la population est inconnue, mais on pourrait dire que c'est l'humanité tout entière, donc c'est clair que même si on l'avait, le facteur serait négligeable, donc on va considérer que c'est avec remise. Et on vous dit aussi dans le problème que X est de loi normale. Alors,
n plus petit que 30, sigma inconnu, ben la distribution qui m'intéresse, c'est celle-là. Et on me dit dans le problème que la population elle est de loi normale. Alors, j'ai clairement le droit d'utiliser cette statistique-là ici, qui sera mon choix de distribution. Donc, et la statistique qui est là, on va l'appeler T. Donc, on va dire que T est égal à x bar moins mu sur S sur racine de n, et distribué selon une loi de Student à n-1 degré de liberté. On l'appelle T, justement, parce que c'est une loi de Student. Puis quand c'est une loi normale, on l'appelle Z. Le choix du risque, ben dans le problème, on vous dit encore une fois que alpha vaut 5%. Alors, on arrive à l'étape des calculs. Donc, on connaît x bar qui est 3,6, on connaît s qui est 2,6, on connaît n qui est 15. Alors, la valeur de t, ben, ce sera égal à moins 2,09. Et ce résultat-là, donc, nous indique que notre échantillon est à 2,09 écart type sous le temps de réaction moyen de l'ancien vaccin, qui était de 5 minutes. Alors, est-ce que ce sera assez élevé pour qu'on puisse rejeter H0? On va le savoir à la fin de la prochaine étape. Donc, on va établir notre région critique. Je vous rappelle qu'on avait comme hypothèse alternative que mu était inférieur à 5 et qu'on avait aussi alpha qui valait 5%. Alors, ça veut dire que notre risque est réparti de la façon suivante. Donc, le 5% est complètement dans la partie de gauche. La zone de rejet, donc, sera à gauche et la zone de non-rejet, donc, dans la partie de droite. Pour trouver la zone de rejet, ben, je vous rappelle aussi qu'on est dans un cas de loi de Student. Alors, on va aller fouiller dans la table de la loi de Student. Et pour fouiller dans la table de la loi de Student, j'ai besoin du alpha, mais j'ai aussi besoin du nombre de degrés de liberté que j'ai, qui est égal à n-1. Donc, n valait 15, alors ça veut dire que le degré de liberté vaut 14. Alors, on va aller dans la table de Student. On va aller à l'intersection de la ligne 14 et de la colonne 0,05, parce que mon risque il est réparti complètement dans cette partie-là. Et ce que je trouve, c'est la valeur qui est là, qui est de 1,7613. Mais comme on est dans la partie négative, donc on va mettre moins 1,7613. Alors, ma région critique, c'est la suivante. Donc, on va dire qu'on rejettera H0 si la valeur de t est inférieure à moins 1,7613. Alors, nous, dans l'étape 4, on avait obtenu moins 2,09. Alors, moins 2,09, ben, c'est clairement dans la zone de rejet. Alors, ça veut dire que la probabilité, donc, que le temps de réaction du vaccin soit toujours égal à 5 minutes est très faible, tellement faible qu'on va rejeter l'hypothèse. Alors, on rejette donc H0 parce qu'on est clairement dans la zone de rejet. Alors, notre conclusion, je vous rappelle que si on rejette, on commence par on affirme. Si on ne rejette pas, on commence par il semble qu'avec le risque alpha. Donc, dans notre cas, ben, on affirme avec un risque de 5% que le temps de réaction moyen au vaccin est inférieur à 5 minutes. Ce qui veut dire donc que le temps de réaction a été amélioré avec le nouveau vaccin. Allons-y d'un autre exemple. L'an dernier, le salaire moyen des 1200 employés d'une usine était de 16,50 $ l'heure. Depuis, le gouvernement a modifié certaines lois et le syndicat veut savoir si ces modifications ont eu un impact sur les salaires. Cette année, un échantillon aléatoire prélevé sans remise de 100 employés a donné un salaire horaire moyen de 16,75 $ l'heure avec un écart type de 1,10 $. Le salaire horaire moyen des employés a-t-il varié depuis l'an dernier? Et on veut utiliser un risque de 1%. Juste vous faire remarquer que dans la question, on pose la question de salaire horaire moyen a-t-il varié? On ne veut pas savoir s'il s'est amélioré, on ne veut pas savoir s'il est moins bon, on veut juste savoir s'il a varié depuis l'an dernier. Alors, notre variable X, ben, ce sera le salaire horaire d'un employé de l'usine. Nos hypothèses, ben, l'hypothèse H0, ben, on va supposer que ça n'a pas varié, que c'est comme l'année dernière.
Donc, H0, ce sera mu égale 16,50 $. Donc, le salaire horaire n'a pas varié. Et l'hypothèse alternative, ben, comme on veut juste savoir si ça a varié, c'est pas juste si ça a augmenté ou diminué, donc on va dire que mu n'égale pas 16,50 $. Donc, on a donc affaire à un test bilatéral. Pour le choix de la distribution, ben, l'écart type de la population, il est inconnu. On a pris un échantillon de taille 100, donc c'est supérieur à 30. C'est un échantillon qui est sans remise. Alors, on est dans le cas n plus grand que 30. Sigma inconnu, ben, ça veut dire qu'on est dans cette situation-là ici. Mais comme c'est sans remise, on va ajouter le facteur de correction pour les petites populations. Alors, ça veut dire qu'on va avoir comme statistique à utiliser z est égal à x bar moins mu sur s sur racine de n par racine de grand N moins petit n sur grand N moins 1 qui est distribué selon une loi normale de moyenne 0 et d'écart type 1. Le risque, ben, on nous a dit dans le problème de prendre un risque de 1%. On va calculer le rapport critique. Alors, on sait que x bar vaut 16,75 $, que l'écart type est de 1,10 $. La taille d'échantillon est de 100, de la population est de 1200. Alors, Z est égal à 2,37 $, ce qui signifie que le résultat est à 2,37 écart type au-dessus du salaire moyen de l'an passé, qui était de 16,50 $. Alors, est-ce que c'est grand ou petit? Bon, on va le savoir à la fin de la prochaine étape. Alors, on va définir la région critique à l'aide de la table de loi normale. D'abord, notre zone, on a mis au départ que mu n'égalait pas 16,50 $. Alors, ça veut dire que notre zone, notre région critique, en fait, va être répartie équitablement de deux côtés. Donc, une partie dans la zone négative, une partie dans la zone positive. Et notre risque alpha va être réparti équitablement des deux côtés. Donc, on va avoir alpha sur 2 de chaque côté. Et on avait un risque de 1%, donc ça veut dire qu'on a 99% de probabilité dans le centre. Donc, de chaque côté du zéro, on a une probabilité de 0,495. Alors, pour aller fouiller dans la table, ben, on va justement rechercher cette valeur-là de 0,495 et on la trouve justement dans la région ici. Et on peut constater qu'on est à mi-chemin entre la valeur 0,4949 et 0,4951. Donc, entre 2,57 et 2,58. Alors, notre région critique, ben, on dira qu'on rejette H0 si la valeur absolue de Z est plus grande que 2,575. En fait, on pourrait dire qu'on rejette si Z est plus grand que 2,575 ou plus petit que moins 2,575. Mais pour éviter d'avoir une phrase trop longue, ben on peut juste résumer de la façon suivante en disant que on rejette H0 si la valeur absolue de Z est supérieure à 2,575. Alors, on est rendu à l'étape de la décision. On a obtenu, nous, à l'étape 4, que Z est égal à 2,37. Et 2,37, ben, ça se trouve être quelque part ici. Alors, c'est dans la zone de non-rejet de H0. Alors, conclusion, ben, cette valeur n'est pas dans la zone de rejet. Donc, on ne rejette pas H0. Et pour notre conclusion, ben, si on ne rejette pas H0, ben, on va commencer la conclusion par « Il semble qu'avec un risque alpha, on ne peut rejeter l'hypothèse que… » Alors, on va dire qu'il semble qu'avec un risque de 1%, on ne peut rejeter l'hypothèse que le salaire horaire moyen soit toujours de 16,50 $. Donc, notre salaire horaire, il ne semble pas avoir varié de façon significative. Donc, le salaire horaire moyen n'a pas varié de façon significative. Ça veut dire que il est probablement toujours autour de 16,50 $. Peut-être qu'il a varié une petite affaire, peut-être de quelques sous, mais pas assez pour que notre test puisse le détecter. Alors à ce moment-là, ben, on suppose que le salaire horaire moyen est toujours de 16,50 $. Alors on arrive au dernier exemple.
On vous dit un psychologue a mis au point un programme d'apprentissage qui devrait améliorer la capacité de résoudre des problèmes chez les enfants du deuxième cycle du primaire. Pour vérifier l'efficacité du programme, on l'a fait suivre à 17 enfants du deuxième cycle du primaire sélectionnés aléatoirement. On a ensuite soumis ces enfants à un test qui mesurait la capacité de résoudre des problèmes. Pour les enfants du deuxième cycle du primaire, les résultats à ce test se répartissent selon une loi normale de moyenne 100. Et les 17 résultats au test qu'on a obtenus, donc, sont ceux que vous voyez actuellement à l'écran. Alors, peut-on conclure au niveau de 1% que le programme d'apprentissage permet d'améliorer la capacité de résoudre des problèmes chez les enfants du deuxième cycle du primaire? Et comme variable, on va dire que X, c'est le résultat au test. Et je vous suggère de faire pause et de l'essayer par vous-même. Donc, avant le programme, on avait une moyenne de 100. Est-ce qu'on a réussi à améliorer les choses? Je vous laisse du temps pour le résoudre. Quand vous serez prêt, vous nous reviendrez. Alors, on va résoudre ensemble le problème. Alors, nos hypothèses, l'hypothèse H0, la moyenne est égale à 100, donc le programme n'a rien changé. Alors que H1, la moyenne est supérieure à 100, donc le programme a amélioré les résultats. On fait donc un test unilatéral. Notre étape 2, l'écart type est inconnu, l'écart type de la population est inconnu. N est inférieur à 30. Nos X sont distribués selon une loi normale. Grand N est inconnu, ce qui veut dire qu'on a un échantillon donc, qui est avec remise. Et si je regarde dans ma feuille de formule, sigma inconnu, N plus petit que 30, c'est cette statistique-là que je vais utiliser ici. Alors, je vais donc dire que t est égal à x bar moins mu sur s sur racine de n, suit une student à n moins 1 degré de liberté. On nous demande dans le problème d'utiliser un risque de 1%. Alors, alpha vaut 1%. Et on arrive au calcul préliminaire et au calcul du rapport critique. Vous vous rappelez, dans le chapitre 2, on avait vu comment utiliser la calculatrice pour calculer la moyenne et l'écart type. Vous allez en avoir besoin encore ici parce que dans ce problème-là, il fallait calculer la moyenne et l'écart type. Alors, la moyenne était de 101,82 et l'écart type de 4,096 et on a un échantillon de taille 17. Alors, le rapport critique, T, va être égal à 1,83. Ce qui veut dire donc que notre résultat est à 1,83 écart type au-dessus du résultat moyen du test avec l'ancien programme qui était de 100. Alors, est-ce que c'est suffisant pour rejeter H0? On va le savoir à la fin de la prochaine étape. Alors, on va définir notre région critique. On sait dans cet exemple-là que l'hypothèse H1, c'est mu supérieur à 100. On a un risque de 1%. Notre degré de liberté, qui est n-1, il est égal à 17-1, donc 16. Alors, on va aller fouiller dans la table de student à l'intersection de la ligne 16 et de la colonne 1%. Ce qui nous donne donc la valeur que vous voyez actuellement, qui est 2,5835. Alors, on rejettera H0 si T est supérieur à 2,5835. Donc, voilà notre prise de décision. On a obtenu à l'étape 4 que T est égal à 1,83. Alors, 1,83, si on regarde dans notre graphique, la 1,83, c'est quelque part ici, c'est dans la zone de non-rejet. Alors, comme on est clairement dans la zone de non-rejet, on ne rejette pas H0. Et la conclusion sera donc que, comme on ne rejette pas, ça va commencer par « il semble ». Alors, on va dire « il semble qu'avec un risque de 1%, on ne peut rejeter l'hypothèse que le résultat moyen au test soit toujours de 100%. Donc, soit toujours de 100, pardon. Donc, le programme n'a rien changé de façon significative. S'il y a un changement, il n'est pas assez important pour que mon test puisse le détecter.
Avec cet exemple, cette capsule se termine. Vous pouvez maintenant compléter les exercices de la section 6.5.